Bonsoir. Bienvenue dans la grande interview chez Mwambi International Network. Le monde connaît en ce moment des bouleversements géopolitiques sans précédent. L'Amérique de Trump, qui est en conflit avec ses alliés traditionnels européens, la bataille commerciale et stratégique entre la Chine et l'Amérique, la Russie qui flirte avec l'Afrique, les bases militaires des grandes puissances en Afrique, les conflits interminables, les démocraties prêtes à porter, les élections qui ressemblent à des guerres civiles. Quelle est la place de l'Afrique dans ce chaos mondial? Assistons-nous là à une guerre froide, une guerre chaude des grandes puissances sur le continent africain? Pour analyser tous ces chaos mondiaux, nous avons pour vous une invitée de marque. Nous avons M. Bertrand Badi, que nous saluons. Merci. M. Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous nous faites un grand plaisir d'être notre invité ce soir et nous vous disons en avance merci. Mais avant de continuer, je vais d'abord vous présenter d'une façon assez complète. Vous n'êtes pas à présenter d'une façon complète parce que c'est tellement beaucoup. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, spécialiste en relations internationales. Chaque année, vous publiez au moins 2 livres. Je vais en citer quelques-uns. La diplomatie des connivences, La cassure, l'état du monde, Puissance d'hier et de demain, Quand l'histoire commence, Nouvelle guerre, l'état du monde, Le temps des humiliés, Pathologie des relations internationales. Nous ne sommes plus seuls au monde, vers un monde néocolonial. Quand le Sud réinvente le monde, l'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, intersocialité, le monde n'est plus géopolitique. Ça, le dernier a apparu cette année. Comment vous faites pour nous nourrir dans ces chaos mondiaux? D'abord, j'ai été aidé par le confinement. Le dernier livre, Intersocialité, je l'ai écrit le jour où a commencé le confinement et je l'ai terminé le jour où s'est achevé le confinement. Donc, j'ai vécu, comme beaucoup de mes semblables, un temps monacal, c'est-à-dire j'étais comme un moine dans sa cellule. Je n'avais pas le porte-plume du moine, mais j'avais mon ordinateur et j'ai fabriqué ce livre parce que le monde est en train de changer sous nos yeux et avec la crise du Covid-19, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes et les hommes ont vécu directement dans leur chair les paramètres de ce changement. C'est extraordinaire. C'est-à-dire les 7 milliards et demi d'humains ont vécu individuellement dans leur chair la peur que représente la transformation du monde aujourd'hui. Généralement, les questions internationales sont très éloignées de l'être humain. Ce sont des affaires de gouvernants et les populations, les peuples ne peuvent que suivre, obéir, aller à la guerre parce qu'on leur a ordonné. Là, on est tous directement impliqués dans une forme nouvelle de souffrance. Donc, c'est bien les nouvelles relations internationales et c'est pour ça que j'ai sous-intitulé mon livre « Le monde n'est plus géopolitique » parce que les grandes dynamiques qui transforment le monde ne sont plus de nature ni géographique ni politique. Vous avez vous-même employé le terme géopolitique tout au début de cet entretien. Vous voyez, moi, je l'ai mis au panier dans la corbeille. La géopolitique, c'est fini avec le coronavirus. Fini, entendons-nous bien. Le politique ne sera jamais fini et fort heureusement, on a besoin de cité, on a besoin d'ordre institutionnel. Donc, je ne dis pas que le politique est fini, mais je dis que le politique n'est plus premier. Si vous regardez les relations internationales, limitons-nous aux relations internationales. Si vous regardez les relations internationales aujourd'hui,
les dynamiques sociales sont beaucoup plus déterminantes que les choix gouvernementaux ou les politiques étrangères des diplomates ou même les actions militaires menées par les armées. L'Afrique en est le témoin. L'actualité de l'Afrique, elle se fait dans les souffrances du Sahel, dans les douleurs écologiques que vous ressentez en Afrique comme nous autres, nous la ressentons aussi chez nous. Les transformations de l'Afrique, c'est une démographie galopante, c'est un rajeunissement extraordinaire du continent, c'est l'apparition d'une nouvelle génération de jeunes dont le côté positif est qu'ils sont très inventifs et qu'ils veulent devenir des acteurs de la mondialisation, mais dont le côté négatif est qu'ils n'ont pas d'emploi. Tout ça, ce sont des dynamiques sociales et vous voyez que c'est bien elles qui commandent. Et face à ces dynamiques sociales, le politique est timide et hésitant et surtout très inefficace. Regardez le Covid-19, c'est une dynamique sociale qui a envahi toute l'humanité en l'espace de quelques mois. Le politique, il a essentiellement regardé. Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser. Quel regard portez-vous sur l'Afrique par rapport aux mutations géopolitiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité? Mais là, vous venez de donner cette réponse. Oui, vous savez, vous l'avez cité, d'ailleurs, publié un livre qui s'appelle « Quand le Sud réinvente le monde ». Voilà. Et quand j'ai écrit ce livre, je pensais tout particulièrement à l'Afrique. Le Sud, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais l'Afrique occupe de plus en plus une place déterminante au sein de ce Sud. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Où est la mutation? Jusqu'à 1989, le système international, il était très simple. Il y avait l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire le bloc soviétique et le bloc occidental, qui se faisaient face, et leur face-à-face organisait les relations internationales de tout le monde. Voilà. C'est ce que l'on appelait la clientélisation d'un monde que, d'ailleurs, de manière assez humiliante, on appelait la périphérie voilà. De cet affrontement Est-Ouest. Ouais. Et la révolte face à cette relégation dans les marges et dans la périphérie du système international s'exprimait par des mouvements que vous connaissez bien, notamment le mouvement des non-alignés. Non-alignés, c'était la protestation en disant « nous n'avons pas à choisir entre l'Est et l'Ouest ». Oui, voilà. Mais l'essentiel de la dynamique, c'était ce qu'on appelait dans ma jeunesse l'équilibre de la terreur entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Aujourd'hui, cette opposition Est-Ouest a pratiquement disparu. Et du coup, le monde est en train de se rééquilibrer, non plus en fonction de paramètres stratégiques, de paramètres militaires, de paramètres nucléaires, je dirais, mais en fonction de nouveaux paramètres qui deviennent déterminants. La démographie, voilà. La transformation écologique du monde, les ressources énergétiques et minérales. Et dans ce nouveau paysage, l'Afrique occupe une place particulièrement importante, c'est-à-dire l'essentiel des richesses du sous-sol se trouve maintenant en Afrique, l'essentiel de la poussée démographique est également en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit maintenant l'Afrique se transformer, notamment à travers la jeune génération d'intellectuels africains qui sont sortis justement de ce qui était le dilemme de la bipolarité. Du temps de la bipolarité, quand j'allais dans les universités africaines, j'entendais soit des discours mimétiques, c'est-à-dire d'imitation du modèle occidental, voilà, du modèle colonial, soit ce qu'on appelait à l'époque tiers-mondiste, c'est-à-dire une sorte de révolte permanente de ce tiers-monde contre un Nord dominant. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus. On ne trouve plus tellement de penseurs tiers-mondistes ni de penseurs mimétiques, mais on trouve
des penseurs libres, ceux de votre génération, appartiennent justement à cette nouvelle vague d'intellectuels africains qui ont une vision qui est la leur et qui, du coup, est une leçon pour les vieilles puissances. C'est-à-dire que quand on est jeune, quand on est émancipé des erreurs des autres, on a une vision plus saine et plus efficace de la manière dont il faut gouverner le monde. Et bien entendu, on sera obligé de faire avec l'Afrique. Et en faisant avec l'Afrique, je pense qu'on trouvera les moyens de renouveler notre vision de la mondialisation et de l'international, et notamment avec la crise du Covid-19. Tout le monde a dit au début de cette crise, oh là là, l'Afrique va souffrir plus que les autres. L'Afrique s'en est beaucoup mieux tirée que les autres. Ouais. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les pays les plus atteints par le coronavirus, c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité? Regardez les États-Unis en tête, n'est-ce pas? La Chine, d'où est partie cette vague pandémique, voilà. La Grande-Bretagne qui souffre énormément, la France qui est mal placée en Europe du point de vue sanitaire, la Russie on sait moins, mais enfin il semble bien que ce ne soit pas brillant. Alors attention, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. L'Afrique est importante pour des raisons beaucoup plus douloureuses, parce que d'abord c'est le centre de gravité des souffrances humaines. Voilà. De l'insécurité alimentaire, d'une insécurité sanitaire qui était plus ancienne que le coronavirus. Aujourd'hui, on s'affole devant le coronavirus et on a raison de le faire, mais personne ne pense à dire que le paludisme tuait en Afrique 450 000 personnes chaque année, voilà. Dans l'indifférence la plus totale. Et ne parlons pas d'Ebola, ne parlons pas des épidémies de rougeole qui ont fait des désastres chez les jeunes enfants en Afrique. Donc il y a une insécurité sanitaire terrible, il y a une insécurité alimentaire qui est extraordinairement préoccupante, notamment dans le Sahel, et il y a maintenant en Afrique ce qui est devenu l'un des 2 grands foyers conflictuels, l'un des 2 grands foyers guerriers du monde avec le Moyen-Orient. Je veux dire, évidemment, non seulement le Sahel, mais on peut descendre jusqu'au bassin du Congo. Oui, parlons-en, les conflits en Afrique. Hein. Il y a la Libye, il y a la Somalie, il y a le Mali, la République démocratique du Congo. On dirait que ça ne fait que s'empirer. Oui, et je dirais surtout, vous avez raison, non seulement ça empire, mais on s'aperçoit que certains de ces pays sont devenus des sociétés guerrières, c'est-à-dire des sociétés qui vivent par la guerre et dans la guerre. Le Congo, ça fait pratiquement 60 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance proclamée par Lumumba le 30 juin 1960. Bon, il y a eu des moments d'accalmie, mais c'est une longue chronique de guerres qui se sont succédées. La Somalie, ça fait maintenant 40 ans qu'elle est en guerre. Et le conflit libyen, il va bientôt avoir 10 ans. Et donc, il y a là quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Mais ce qui est préoccupant, c'est qu'on ne sait pas analyser ces conflits. On ne sait pas les regarder en face. C'est-à-dire que nous regardons ces conflits africains avec des lunettes d'Européens. Dans notre tradition européenne, la guerre, c'est une compétition de puissance. C'est 2 États qui s'affrontent, voilà, avec l'espoir que le plus puissant et le plus rusé l'emportera sur le moins puissant et le moins rusé. Bon, en Afrique, c'est pas ça. Vous avez très très peu de conflits interétatiques en Afrique. Il y a eu un conflit très bref, d'ailleurs, entre le Mali et le Burkina Faso. Il y a eu la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu des guerres de sécession, mais c'est déjà différent, style Éthiopie-Érythrée. Mais l'essentiel des guerres, ce sont des conflits intra-étatiques. Et ce ne sont pas. C'est-à-dire ce qu'on appelait, ce qu'on continue d'ailleurs à appeler, je me méfie un peu de ce terme, des guerres civiles. C'est-à-dire des conflits
qui sont d'extraction sociale, qui sont d'origine sociale, qui sont nés en quelque sorte des pathologies sociales, de la décomposition sociale. C'est-à-dire, autrefois, la guerre, c'était l'opposition ou la rivalité entre puissants. Aujourd'hui, les conflits en Afrique, ce sont des pathologies de faiblesse. Voilà. Faiblesse de l'État, faiblesse des nations, faiblesse du développement social, faiblesse des institutions, faiblesse du lien social, c'est-à-dire le défaut de solidarité entre les personnes, cette espèce d'hyper-fragmentation. Regardez au Sahel, l'essentiel des conflits, c'est ces rivalités entre groupes communautaires, entre villages. Un jour, un village est mis à sac, le lendemain, par une sorte de vendetta, c'est le village voisin qui est l'objet de la vengeance de ceux qui ont été victimes de la première attaque. Bref, on ne peut pas arrêter ces conflits par le jeu militaire. Et c'est dans cela que… Pourtant, ce sont ces militaires-là, il y a une forte présence des armées en Afrique. Vous avez la Turquie, vous avez la France, vous avez les Américains qui sont là avec des bases partout dans le Sahel. Et c'est pour résoudre ces conflits-là. Mais comment vous analysez tout cela? C'est le véritable problème. C'est-à-dire, on se trompe de lieu, on se trompe de siècle. On se trompe de lieu, c'est-à-dire qu'on regarde les conflits africains comme on comprenait les guerres européennes autrefois, et on se trompe de siècle parce qu'on croit qu'on est encore en 1914 ou en 1939. Et derrière cela, il y a quelque chose d'extraordinairement important, c'est-à-dire que la culture européenne part de l'idée que le puissant peut tout régler. Voilà. Ça, c'est le dogme principal des vieilles puissances en matière de relations internationales. C'est-à-dire, on croit qu'il suffit d'une nouvelle bataille de la Marne ou d'une nouvelle bataille d'Austerlitz pour éliminer les fauteurs de guerre au Sahel, en Somalie ou au Congo. Or, une armée, elle est performante face à une autre armée. Mais une armée est très peu performante face à une société qui est en situation de décomposition ou de crise profonde. Voilà. Et je dirais que c'est même le contraire. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez des militaires dans un conflit qui est de nature sociale, d'extraction sociale, eh bien, vous faites le jeu de ces petits groupes, ces entrepreneurs de violence, qui, en quelque sorte, sont régénérés par leur confrontation à une armée. Ils utilisent cette confrontation pour s'imposer dans leur rôle militaire, pour se donner une allure militaire, pour se donner également un profil victimaire, c'est-à-dire nous sommes victimes de ces armées post-coloniales, ce qui contribue à leur donner une certaine légitimité par rapport à la population locale. Donc on a tout faux. La conflictualité que nous observons au Sahel, voilà, qui est pour moi un espace extrêmement intéressant à analyser et à comprendre, tient à toutes ces dysfonctions économiques, sociales, écologiques qui ruinent ce pays. Pensez qu'au Sahel, la désertification gagne 10 cm par heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions écologiques aggravent substantiellement les conditions économiques, c'est-à-dire rendent de plus en plus difficile la fonction de production agricole, gênent et entravent les cultivateurs, les pasteurs, les éleveurs, les montent les uns contre les autres. Et lorsqu'en plus de ça, dans le golfe de Guinée, on voit se développer la pollution, les pêcheurs du golfe de Guinée, n'ayant plus de poissons,
à pêcher remontent vers les terres, essayent de s'y installer, donc sont en conflit avec les cultivateurs, qui eux-mêmes sont en conflit avec les pasteurs parce que les pasteurs n'ont plus de fourrage, et tout ceci crée des situations de tension, d'appauvrissement des populations qui, évidemment, les jettent dans les bras des entrepreneurs de violence. Quand en Afrique, on a près de 50% de la population qui a moins de 15 ans et qu'il n'y a aucun emploi à offrir aux jeunes, quel avenir pour les jeunes Africains? Soit migrer, avec le risque de finir au fond de la Méditerranée, Voilà. comme nous le savons, soit s'engager comme enfants soldats dans les milices, parce que là, au moins, ils sont sûrs d'être nourris, vêtus, de disposer d'une Kalachnikov qui leur donnera l'impression d'exister. Eh bien, c'est ce drame qu'il faut regarder en face, avec en plus des États qui non seulement sont incapables de gérer ces situations, parce qu'ils sont faibles institutionnellement, mais quelquefois se servent au passage, détournant les aides à la coopération ou laissant des soldats, des armées qui sont très mal payés, opérer des razzias dans les villages pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, ce qui dresse les populations locales contre l'armée, donc contre l'État, et c'est le cercle vicieux. Et en même temps, vous avez parlé de la démographie en Afrique, cette démographie qui fait peur quand même à l'Europe. On a vu Sarkozy s'en prendre à l'Afrique, on a vu Macron s'en prendre à l'Afrique par rapport à cette démographie. Et pourquoi cette démographie africaine fait peur? Alors que la démographie africaine, prenons l'Afrique en ce moment, c'est 1,3 milliard de personnes. Alors si on prend l'Inde, qui a plus d'1 milliard, un pays, et la Chine, pourquoi cette démographie africaine fait peur? Alors, elle fait peur pour deux raisons. Voilà. La première, c'est parce que ici en Europe et aux États-Unis aussi, on a peur par-dessus tout de la mondialisation. Dans le modèle précédent, quand la mondialisation n'existait pas, nous étions dans un monde qui donnait aux vieilles puissances du Nord un avantage considérable. Ces vieilles puissances du Nord, dans les périodes qui précédaient la mondialisation, n'avaient rien à partager, n'avaient aucun souci à se faire pour les populations extra-européennes, sinon éventuellement de les dominer, voire de les exploiter. Mais chacun restait chez soi parce que avant la mondialisation, la circulation des personnes était difficile et que chacun était animé par une pensée et un comportement localiste. Donc on ne cherchait pas à se projeter dans le monde entier. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les choses ont changé. C'est-à-dire, ce que je disais il y a un instant, quand une population se développe à un endroit donné et qu'elle ne trouve pas d'emploi, eh bien, l'imaginaire se met en marche et ce qui était inconcevable autrefois devient banal aujourd'hui, à savoir si je n'ai pas de travail chez moi, ben, je vais à côté, c'est-à-dire je vais en Europe. Voilà. Et cette nouvelle dynamique du monde qui est très banale, qui consiste tout simplement à penser le partage au niveau universel, fait peur à ceux qui avaient énormément profité d'une situation qui n'était pas celle du partage. Ça, c'est une première raison. Et qui explique notamment cette vigueur du néo-nationalisme en Europe, c'est-à-dire d'un nationalisme de protection, de repli, identitariste, donc souvent très proche du racisme, qui est une façon de tenir l'autre au dehors. La deuxième raison, c'est que nous ne sommes pas, et c'est notre faute, outillés pour gouverner la mondialisation. Et là, je voudrais vous parler d'un paradoxe qui est quand même tout à fait extraordinaire. Nous avons trouvé un régime
organisant la circulation des marchandises dans le monde. Ce régime n'est pas parfait, il est toujours objet de contestation, mais il existe. C'est-à-dire, si vous voulez faire du commerce avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, eh bien, il y a tout un tas de normes à respecter. Nous avons su organiser un régime de communication mondiale, c'est-à-dire quand vous voulez téléphoner à Singapour, il n'y a aucun problème. Quand vous voulez faire fonctionner Internet, il n'y a aucun problème, etc. Mais nous n'avons pas su organiser un régime mondial de la migration, c'est-à-dire accompagner celui qui bouge de manière à optimiser les avantages de tout le monde. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer un modèle de gouvernance migratoire qui apporterait le maximum d'avantages aux pays de départ, un maximum d'avantages aux pays d'accueil et un maximum d'avantages aux migrants eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez 3 pôles dont il faut définir l'optimum de satisfaction. Ça veut dire qu'aucun des 3 n'aura tout pour lui, mais que l'on peut trouver un modèle équitable entre les 3. Ça se négocie. Or, rien ne se fait dans ce domaine. Et donc, tant que l'on n'aura pas réussi à gouverner les flux migratoires de manière humaine, c'est-à-dire gouverner les flux migratoires, ce n'est pas transporter du bétail. Gouverner des flux migratoires, c'est tout le contraire, c'est accompagner des humains dans une démarche qui est souvent très coûteuse pour un migrant ne migre pas pour son plaisir. Il doit s'arracher à la terre de ses ancêtres, à sa famille, à ses habitudes, à ses coutumes, à sa culture. Donc c'est un drame, la migration. Ce qui est humain, ce serait d'accompagner le migrant de manière à ce que ce drame soit minimal. Or, rien n'est fait dans ce domaine. Donc tout se fait, 1, de manière tragique et dramatique, 2, de manière clandestine, et quand c'est clandestin, ben, c'est mauvais pour les 3 pôles dont je parlais tout à l'heure, et troisièmement, ça fait la bonne affaire de tous les mafieux, les passeurs, etc. Il faut arriver à une gouvernance de la migration. Comment se fait-il que je puisse acheter des bouteilles de Coca-Cola et que tout cela est parfaitement réglé pour les faire venir d'Atlanta, alors qu'un migrant est abandonné à lui-même quand il veut aller s'installer ailleurs que chez lui, parce que chez lui, il ne trouve pas les emplois qui lui seraient nécessaires. Vous avez un bel arrière-plan. Vous avez des masques africains. Est-ce qu'on peut parler de la mondialisation des masques? Vous avez des masques. Vous avez été en Afrique. Parlez-nous un peu de vos voyages en Afrique. Écoutez, une nuit d'insomnie, j'ai compté le nombre de voyages que j'avais effectués en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, je laisse de côté les pays du nord de l'Afrique. Et pour la seule région subsaharienne, j'ai fait 34 voyages. Wow. Et j'ai maintenant à peu près atteint 30 pays, enfin visité 30 pays africains. Donc, ce n'est pas par hasard. On ne va pas 34 fois sur un continent si on n'a pas un lien secret avec celui-ci. Et des masques qui sont… Est-ce que vous avez des anecdotes avec des masques derrière vous? Est-ce que ce sont… Alors, je vais vous dire, oui. Le premier masque, je l'ai acquis comme récompense de mon succès au baccalauréat. Voilà. J'avais donc 18 ans. Vous imaginez que ça fait un certain temps, ça fait hélas maintenant 52 ans. Et depuis, c'est ma passion. J'en ai à peu près 150, enfin, masques et statues, et reliquaires. Ouais. Je suis totalement séduit par l'art africain. Voilà. Pourquoi? Parce que l'art africain, à mon sens, parce que tout ça est subjectif, il n'y a pas de loi scientifique, mais je vis l'art africain comme étant la forme la plus réussie d'art expressif. L'Africain, l'Africaine ou l'Africain ont
cette capacité extraordinaire à travers la plastique d'exprimer la force des sentiments, c'est-à-dire la douleur, la peine, la joie, l'inquiétude, l'anxiété. Et quand je suis avec mes masques, ils me parlent parce qu'ils sont porteurs d'un message. Et ce message, c'est la force de leur capacité expressive. Dans notre culture occidentale, on a beaucoup plus opté dans notre histoire artistique pour l'art représentatif que l'art expressif. Et je trouve qu'il y a dans l'art représentatif quelque chose de figé qui ne me parle pas. Et d'ailleurs, vous savez, cette révolution dans l'art européen au début du XXe siècle, lorsque Picasso a découvert l'art africain et il a partagé un masque avec André Lotte, et il a dit à Lotte, c'est aussi beau que la Joconde. Et André Lotte lui a répondu, non, c'est plus beau que la Joconde. Et vous savez, en matière artistique, on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre. On a le droit de préférer la ronde de nuit de Rembrandt à un masque Pounou. Moi, je préfère un masque Pounou, mais je comprends très bien que d'autres aient la préférence contraire. Mais ce qui me séduit, c'est cette capacité d'expression. Et quand tout à l'heure, vous me parliez de la place de l'Afrique dans le monde, je pense que ça rejoint notre discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire si l'Afrique a été capable d'avoir sa propre voix artistique, qui est totalement inédite, qui a été très peu copiée, sauf par nos peintres, certains de nos peintres du XXe siècle, c'est qu'elle a quelque chose de particulier à dire au monde. Alors, un masque Fang, un masque Pounou, un masque Songhé, un masque Baoulé, un masque Guéré, un masque Dan, un masque Ibo, un masque Ibibio, un masque Bobo, enfin, Bambara, je ne voudrais pas en oublier, mais j'en oublie beaucoup. Eh bien, pour moi, c'est une autre entrée vers le monde. Et comme on en parlait, comme vous avez parlé très beau de ces masques, de ces objets d'art, et ça peut nous ramener à la discussion maintenant en Europe. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des jeunes activistes qui débarquent dans des musées européens pour récupérer ce qui leur appartiennent, c'est-à-dire des objets d'art. Et ils exigent de récupérer ces objets d'art chez eux. Parce qu'ici, on les voit comme des objets d'art, mais vous voyez ce que vous venez de décrire. Comment vous analysez, ça serait peut-être la dernière question pour ne pas abuser de votre temps, vous avez d'autres interviews. Comment vous analysez ce mouvement-là de jeunes gens qui débarquent dans des musées et qui veulent récupérer leurs masques, leurs objets d'art? Alors, ça m'amène à deux propositions contradictoires, et le monde, c'est un peu ça aussi. La première proposition, c'est de vous dire que je comprends parfaitement ces jeunes, parce que ça part d'un sentiment profond d'humiliation et de spoliation. Tout à l'heure, vous avez cité un de mes livres, Le temps des humiliés. J'ai expliqué dans ce livre que l'humiliation est probablement l'un des paramètres les plus déterminants du cheminement des relations internationales. Et la manière dont le colonisateur et puis après tout simplement le marchand se sont comportés en Afrique en pillant les richesses africaines, en arrachant ces joyaux du patrimoine africain sans même les payer, sans même les acheter. Je comprends que ça révolte ces jeunes. Comme je suis révolté que ce musée qui est en grande partie consacré à l'art africain à Paris, s'appelle Jacques Chirac. J'aurais préféré
j'aurais préféré qu'on l'appelât Senghor ou Nkrumah ou Aimé Césaire pour parler des Afro-Américains. Pourquoi Chirac? Est-ce que véritablement ça aurait un sens de donner un nom africain à un musée Rembrandt qui serait dans une capitale africaine? Bref, donc tout ceci, je le comprends. Je le comprends. En même temps, j'ai un deuxième sentiment qui va dans l'autre sens et qui me dit, mais cet art africain, il appartient à l'humanité tout entière. Voilà. Et l'Afrique, le sculpteur africain qui a généralement la générosité de l'anonymat, on ne le connaît pas, il ne s'est pas signé un masque, contrairement à un tableau en Europe. Le sculpteur africain, l'artiste africain, il exprime un message, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fabriquant ces objets. Et ce message, il s'adresse à l'humanité tout entière. Et il est une leçon, une leçon. D'ailleurs, nous avons à apprendre de l'art africain, comme les Africains ont à apprendre de l'art européen. C'est exactement la même chose. Et donc, de même qu'il serait scandaleux d'interdire aux Africains d'accéder à la connaissance de l'art européen, de même, j'aurais peur qu'un jour, tous les objets d'art africains retournent en Afrique et que les Européens ne les connaissent plus. Donc, je dis bravo à la création de musées africains en Europe et ceux-ci doivent être nourris, mais à condition que ces musées d'art africains soient vraiment dotés d'un emblème africain et non de nom d'un ancien président de la République qui était en plus quand même un des tenants de la France-Afrique. Donc, ça me fait toujours un petit peu mal de voir cela. Merci beaucoup, monsieur Bertrand Badi, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, spécialiste en relations internationales. Vous nous avez honoré d'être avec nous ici, d'être avec le public de partout en Afrique, en Europe. Ici, je suis en Hollande. Aussi, nous avons beaucoup qui vont vous suivre à partir de la Hollande. Nous allons vous recevoir prochainement avec M. Freddy Mulumba, qui est politologue et directeur général adjoint de la RTNC à Kinshasa. Et là, nous allons profiter de votre temps et de votre connaissance. Merci, cher professeur. Merci à vous. C'était très agréable de dialoguer avec vous. Merci et à bientôt. À très bientôt. Merci.